considère presque de souche. Ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, puis on voit que ça change. Si mon papa était venu plus vieux, il aurait été heureux de voir une comme ça. Il aurait été fier. Ah voilà. Non, alors vraiment, là, ces temps, j'étais... Bon, là, c'était très facile. Là, mais l'autre jour, j'avais rendez-vous à 10. Mais pas la même chose. Vous faites aussi une conférence? Oui. Chez qui? Alors, sous la tente aussi. Ah mais oui, c'était notre village. Voilà, c'est voilà. vrai. Alors, j'ai dit, bon, alors monsieur Dominique Micheli voulait me voir, et puis tous ces messieurs. C'est pas J'avais évident, il y a un monde oublié. qui rentre sur la France le soir. Ouais, ouais. Alors, et puis moi, je venais de la rive droite. Ah ouais. Ouf. Alors, à 17h25, je pars de chez moi. Déjà, j'avais presque oublié. Leur téléphone, péniblement, je leur dis, je serai là dans 20 minutes, 30 minutes. Mais il faut que j'évite l'autoroute. Vous étiez pare-choc contre pare-choc. Là, j'ai dit, je prends un bout du pont Butin, mais après, je vais pas sur abominable. Hein. On a un monde qui rentre sur la France, terrible. Ouais, Le ouais. matin, là, la queue de Bonjour, ciel. madame. Adieu. Adieu. L'horreur. Ah non, voilà. Non. Mais au courant pendant que j'étais 10 ans sa secrétaire. Ah ouais, Il ouais. faisait leur réunion d'adjoint dans le bureau. J'écoutais tout. Je travaillais, j'écoutais tout. Alors des fois, je me disais, regarde ça, je dis, vous avez décidé ça. Là, il me dit, ah, t'écoutes bien. Ah ouais. Je dis, bah oui, je suis là. Ah oui, bon. Ah ouais. Oui, mais non, j'ai bien aimé. La mairie aussi. Ah ouais, mais c'est une jolie commune, hein. C'est une belle commune, c'est resté bien. La ferme, on n'a toujours rien fait. La ferme de conservation. Oui, parce que là-haut, mais vous avez quand même Oui, on a qu'à construit. pu agrandir. Dire, et puis voilà. On va faire. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça c'était La pénible. dernière fois que j'ai vu le progrès, c'était quand Ouais. j'ai vu qu'il était. Et puis il fait un petit peu, puis je lui dis, vous me reconnaissez, oui. Et Marie-Louise m'a fait ça. Il m'a serré dans ses bras. Je riais toute seule, j'ai dit, c'est dommage, je me suis demandé qu'il faisait de l'école, mais Mais c'est bien parce que en réalité, c'est lui qui des fois perd un peu la tête. voilà. Il suffit d'être dehors, 3-4 heures, comme ça, et repasser tout le monde. Alors bon, c'est comme ça que le fait connaissance. Moi, le matin, je me sauve toujours un petit moment, moi, le café. Ouais, vous avez raison. Ouais, ouais. Oh, puis à Bardonnay, c'est pas les bistrots qui manquent. Judas était la mairie. Vous êtes arrivé dans quelle année? 2000, bon, disons décembre 99 et janvier 2000. Non, nous comme maire, on a connu comme monsieur. Ouais, ouais. Tandis que dans une petite commune, il faut tout faire soi-même. Hein. Avec Jules. Il faut être tout à fait polyvalent, c'est clair. Ça avait compté. C'est des bons. Mais Ils sont bien. ouais, mais ça vous laisse des beaux souvenirs, et puis voilà. Voilà. C'est la première femme maire de Bardonnay. Hein. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais il y a 20 ans, c'était quelque chose. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors, vous voulez que je me mette où? On m'a mis un micro. Alors, ça, je n'ai pas besoin. J'aurais besoin que de ça. Mais... Alors, c'est quoi le... Parce que moi, après, on va me dire, il faut qu'il me donne le titre de l'exposé de M. Lescas. Ah bon, alors, je vais parler de la frontière, de la notion de La frontière. notion de frontière en 1816. En 1816 notamment, mais en général, un peu avant, un peu après, vous verrez, ça changera. Ok. Mais bien sûr, c'est la frontière à propos de ce qui s'est fait. Nickel. Comme ça, et ça ne sera pas la même chose à l'Annecy, évidemment. Oui, ah bah oui, oui, oui. Ah oui, non, j'ai promis que Ben, tiens, ça ça change. rejoint tout à fait Voilà, ce dont Ruth a alors vous parlé. allez voir. Ce dont Ruth a parlé, Oui. frontière. Eh, bonjour. Vous êtes la maman? Non, je suis la maman. Madame. Oh, plaisant. Il est... l'espace. Aucun risque de se sentir, Vous connaissez le sentir à l'état. Oui, oui, ben justement. La semaine dernière, j'étais chez lui parce qu'il voulait voir. papa, c'est qui va louer les programmes. Il y a 5, on les dira, mais Et puis on rate aussi, parce que je connais
connais Horace et Dominique. Ouais, bien. Il est décédé, Ça, il a une femme formidable. Ouais, Jacqueline. et puis Ouais. citoyenne de souche. Non, je l'aime bien, lui. J'ai trouvé quelque chose, j'avais déjà été chez lui, voir la maison, etc. Mais c'est bien, mais il y avait quelque chose dont je ne me souvenais pas du tout. Et pourtant, l'autre fois, j'étais dans le parc. On voit depuis les grandes fenêtres, même pas du salon, mais de l'entrée, le jet d'eau. À une vue droite, mais un trou, il n'y a ni maison, mais c'est magnifique. Donc ça a dû être fait pour qu'on voit aussi la cathédrale. Mais maintenant, il y a un arbre. On la peine de garder quelque chose comme ça, un coup d'œil. C'est magnifique, on voit ce jet d'eau, magnifique. J'étais stupéfait. On est dans une des belles fermes de Genève. Ah ouais, là, vous êtes une belle ferme. Et puis, ah, mais il y a du monde maintenant. Si, c'est vrai. Ah ouais, c'est bien. Oh, vous savez, il y a tant de choses On aime maintenant. bien faire la fête à Bardonnay, donc quand il y a des Ouais. trucs à lui. Ben, il y a tant de choses. Maintenant, il y a tellement de choses au village. Mais oui, on pourrait sortir tous les soirs, faire tout prix, et puis après. On est venu vous écouter. Ah, Et oui, je- spécialement pour vous. c'est dangereux de dire ça avant. Ah non, non. Faut le dire après. Je suis sûr que ça va être très bien. Bah, merci. On va essayer d'être à la hauteur. Oui, mais tu vas être. Non, mais je ne veux pas trop parler de Bardonnay, enfin un peu, mais bon, c'est difficile. Hein. À Lancy, ça sera pas, Alors, ouais. j'ai ajouté romain germanique. Ah oui, Saint-Empire, Non, mais qui c'est n'était quand même ni pas mal. saint, ni romain, ni germanique, comme disait Mais l'autre. enfin, bon. Ouais, mais c'est une belle. Bon, donc il y a quand même des écoles où on leur apprend encore quelque chose. Oui. Ça, c'est bien parce que. Mais non, mais il faut dire aussi que Jules et Élise, c'est leur nom, leur prénom. Ils ont la chance d'avoir des parents qui s'occupent bien d'eux et d'avoir une grand-mère comme eux. Ah ouais, Je ouais. crois que Voilà, alors là, ça ils leur fait sont. vraiment Pour l'histoire, vraiment ils bien. sont. Oui, C'est bien. Non, mais. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a des tas de gens, ils ne savent même plus ce que c'est que le Saint-Empire, ils ne savent pas ce que c'est que le... Alors, je vois qu'il y a de la musique avec Switch, je ne sais pas quoi. Alors tu vois, nourriture spirituelle, après il y a Ouais. la nourriture terrestre. Ouais, ça fera du bien parce que c'est pas. Mais là, disons, le soir tombe, il n'y a plus de soleil, il fait frisquet. C'est frisquet, ouais. C'est vrai que pour un début mi-mai, c'est pas génial. C'est pas génial. J'ai vu sur un site, ils annonçaient un été pourri. Ah bon aussi? Ah ben on imite 1816. Il a fait froid tout le temps, 1816, et il pleuvait. Ah ben je peux commencer par là. Ah oui, ça L'année, tombe bien. ça s'appelait l'année C'est vrai. sans été. Ah ouais. Parce que, mais on sait pourquoi, parce que un volcan en Indonésie a explosé quelques mois avant. Et un modeste roseau et de l'eau. Faire un verre de rosé, mais Parce que moi, je vais aller prendre un verre, mais si vous me dites que vous ne voulez pas boire un verre tout de suite, Oh, je peux prendre un demi-verre. un verre de rosé ou bien Rouge, vous préférez j'aime mieux le rouge, moi. ils ont aussi un petit verre de rouge. Je vais vous les chercher. Merci beaucoup, un moment. Parce que... Ouais, non, ça va, je suis. Ouais, je vais me mettre là. Tu vas voir que le fait de s'asseoir Je suis content, je et suis content qu'il y ait et du de monde. ramener du vin, tu vas voir qu'on va nous appeler. Ah, faut parler. Ouais, moi, non, c'est vrai, il y a du monde. Mais c'est très bien, ça, c'est très bien. Ouais. Parce que je trouvais que vu le temps, c'était pas sûr. Oui, non, mais moi, je m'attendais à ce qu'il y ait du monde parce que... Ah ouais. Comme ça, vous allez coucher de bonne heure, un peu nous aussi. Hein, qu'est-ce que je t'ai dit? Monsieur Boimond, comment allez-vous? Ça va bien? Vous venez vous promener, c'est bien. Non, je viens écouter Bernard. Voilà. Monsieur Lescaz, Oui. je fais un petit speech. Alors, Et oui, après, vous mais il venez y a vers un moi monsieur qui vient m'apporter du vin.
Rouge, et finalement, Rouge. je viens de dire, tu verras, à partir du moment où on a envoyé quelqu'un chercher du vin, on va venir nous appeler. Non, mais vous avez le temps, hein, parce que je vais parler, annoncer, j'ai 10 minutes de parole. Voilà, mais vous faites. Je vous appelle après, je vous Ouais. présente comment. Non, manger, ils peuvent pas, parce que c'est pas encore prêt. Comment c'est pas encore prêt? J'ai vu du risotto et une saucisse. Ah si. T'as mangé déjà? Ah oui, je l'ai vu là-bas. La casquette, là, Alors c'est parti. Donc voilà, je vais prendre le micro, puis on va commencer. Bien, alors bonne On va présentation. quand même attendre notre bouteille. Parce qu'il est venu la chercher. Ouais. Wamo, électricité. Oui. C'est lui. Ah, Bon, alors, non, mais je veux Oui, dire, c'est pour ça. oui, tout à fait. Mais il est très introduit, il est très sympa. On a fait réparer plusieurs choses. Et le voilà alors, avec c'est- sa bouteille. C'est lui qui introduit, qui t'introduit. Alors, c'est parfait. Tu vois, le risotto. Elle met et un puis peu de temps, la bouteille. Bon appétit. Ah, mais ça a l'air très bon. Oui, Nous, ça m'a l'air. moi, j'aurais bien mangé. Mais écoute, tu pourras après. Hein. Oui, je crois qu'il en Tu restera. ferais bien de réserver quelque chose quand même. Oui. J'aime beaucoup. Alors, Ruth, elle fait partie de l'AEHR, l'Association pour l'étude de l'histoire régionale. Je crois, oui. Ouais, quoi? Pas toi. Donc, t'es littéraire, pas toi. Je pourrais y aller aussi, disons, ça m'intéresse. Oui, alors je me suis plongé, mais c'est juste une allusion, dans l'histoire des communaux de Compiègne, mais qui étaient surtout, appelons-les Watt. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, parce que nous avons pour le bicentenaire de 1816 un temps de 1816. En 1816, en effet, c'est l'année sans été. On appelle ça l'année sans été. Il fait froid, il pleut tout le temps. Au printemps, en été, en automne, les récoltes sont très mauvaises et ça entraîne la disette. Le blé, le prix du blé, le prix des pommes de terre ne cesse d'augmenter au cours de l'été, de l'automne et de l'hiver 1816. Et en 1817, c'est la dernière famine qu'ait connue Genève, avec une petite émeute, dite émeute des pommes de terre. Alors vous me direz, comment cela est-il possible? Eh bien parce que 1816, mais les gens de l'époque ne le savaient pas, c'est aussi le premier désastre écologique que l'on connaisse avec certitude. Qu'est-ce qui s'était passé quelques mois auparavant? Très loin en Asie, en Indonésie, un volcan, le Tambora, avait explosé. Alors évidemment, on ne le savait pas en Europe, mais le nuage de cendres a tourné autour de l'hémisphère nord durant toute l'année 1816. Et il n'y a donc pas eu d'été. Et il y avait déjà des touristes à Genève. Et parmi ces touristes, vous avez le célèbre Byron, ainsi que Mary Shelley. Ils étaient venus pour visiter le Mont Blanc, faire un tour sur le Léman, ils l'ont fait d'ailleurs, mais comme il pleuvait, ils n'ont pas du tout pu faire toutes les excursions qu'ils voulaient, et donc ils étaient réfugiés à Cologny, dans une villa, la villa Diodati, et c'est là qu'ils ont écrit plusieurs romans, dont notamment le fameux roman Frankenstein. Frankenstein est dû au fait qu'il faisait très mauvais à Genève et que comme il n'y avait pas encore de télévision, le soir, il fallait s'occuper et ils écrivaient. Voilà, c'est comme ça que le climat d'aujourd'hui est finalement peut-être encore meilleur quand même que celui de 1816. J'ai promis de vous parler ici à Bardonnay de la frontière, de la notion de frontière, et je ferai autre chose, bien sûr, à Nancy. Alors, on croit aujourd'hui que la frontière, c'est simplement une ligne tracée de borne en borne, tout à fait délimitée. En réalité, c'est une notion très moderne de la frontière que nous avons aujourd'hui. C'est une notion que les hommes
Et les femmes du Moyen Âge, et même de l'époque moderne, n'avaient pas à peu près jusqu'au XVIIIe siècle. Pendant des siècles, la frontière est en fait une zone. Et ça doit vous rappeler quelque chose, parce que les zones franches sont en fait une sorte de restitution de ces anciennes frontières médiévales où, entre un pays et l'autre, par exemple entre l'évêché de Genève et le duché de Savoie, les frontières n'étaient pas toujours aussi précises qu'on l'imagine, et surtout, elles variaient suivant, par exemple, le droit qui s'appliquait, l'économie qui s'appliquait, les taxes et péages qui s'appliquaient. Cela dit, il faut quand même se souvenir que les gens du cru, les autochtones, savaient très bien où ils se situaient, s'ils étaient plutôt du côté de Savoie ou s'ils étaient plutôt du côté de Genève, et de qui ils dépendaient. Mais la frontière était une zone. D'ailleurs, la notion même de frontière est variable. Vous avez des frontières militaires, vous avez des frontières juridiques, vous avez des frontières religieuses. Par exemple, le diocèse de Genève, dont l'évêque de Genève avait ce diocèse, allait dans le canton de Vaud actuel, le pays de Vaud d'alors, jusqu'à l'Aubonne. C'est l'Aubonne qui marquait la frontière du diocèse de Genève. Et puis, du côté sud, au-delà du Salève, l'évêché s'étendait jusqu'au-delà d'Annecy. Les termes mêmes qu'on utilise pour appeler frontières varient. Vous parlez de limites, vous pouvez parler de confins, vous pouvez parler de talweg, d'embranchement, de prise d'eau. En effet, il y a beaucoup de notions géographiques, mais il ne faut pas croire que la frontière est délimitée par une crête ou forcément une rivière. Parfois, en réalité, la crête d'une montagne réunit les deux frontières. Alors vous me direz, on est bien loin de 1816 et de Bardonnay. Pourquoi est-ce que 1816 est important? C'est parce que c'est la formation pour la première fois du canton de Genève dans les limites qu'on lui connaît. Et ces limites, elles avaient varié. Pendant longtemps, en effet, la petite république de Genève, qui avait succédé à la principauté épiscopale, parce que l'évêque de Genève, qui avait un grand diocèse, était aussi prince de Genève, et là, la principauté était minuscule. C'est les origines du canton. Et autrement, il n'y avait pas de frontières. Un village comme Bardonnay et les villages environnants ne connaissaient absolument pas la frontière. Et puis, il y a eu deux traités au XVIIIe siècle que Genève a subis, parce que c'était plutôt le roi de France et le roi de Sardaigne qui voulaient régler le problème. Ils se croyaient, ils étaient d'ailleurs très modernes, et ils avaient des ingénieurs et ils dressaient un cadastre. Et encore aujourd'hui, aux archives, l'un des premiers cadastres de la campagne genevoise, non vieille Genève, c'est le cadastre dit Sarde, parce que c'est le roi de Sardaigne qui a voulu faire ce cadastre et qui a amené un ingénieur, plusieurs ingénieurs, mais dont l'un s'appelait Mirani, à dresser ce cadastre. Et ça a permis ensuite une négociation dans laquelle, pour la première fois, ces paroisses entremêlées, ces villages à plusieurs juridictions ont été divisés. Ça a entraîné pour Genève une diminution de ses droits. Pendant longtemps, Genève avait des droits sur Nédan, sur Archamps, sur Bosset. Tout cela a été supprimé. Par exemple, jusqu'en 1754, Genève avait beaucoup de droits sur l'Annecy. Et il y avait des tas de Genevois protestants à l'Annecy.
À partir de 1754, ils ont eu 25 ans pour changer de commune ou de communauté paysanne ou revenir à Genève, et ce sont d'autres habitants qui les ont remplacés. C'est la même chose pour un village comme Cesnien, par exemple. Et alors, cette nouvelle configuration due au traité de Turin de 1754 ne va pas durer très longtemps, parce qu'ensuite arrive la Révolution française qui annexe la Savoie en 1792. Du coup, il n'y a plus de frontières qu'entre les quelques petits territoires genevois et la grande nation, la grande République française. Ensuite, vous le savez, Genève, en 1798, devient à son tour française, à la suite d'une votation, un peu orientée quand même par les Français, mais sans invasion. Sans invasion, contrairement à la Savoie. Et puis, 15 ans plus tard, se produit, en 1813 et début 1814, cet événement capital pour tous les villages entre Jura et Salève, la chute de l'Empire napoléonien. Et la chute de Napoléon a ceci d'important pour tous les villages, c'est que ça met fin à la conscription. Ça met fin à l'obligation pour tous les jeunes gens, à partir de 18 ans, de tirer au sort pour savoir s'ils seront soldats de Napoléon, avec tous les risques. En 1812, c'était notamment celui de mourir en Russie, ou s'ils échapperont au service militaire obligatoire. Alors ça a été pour cela un immense soulagement, et de ce point de vue, la chute de Napoléon a été ressentie avec un certain contentement dans les terres du Genevois, on va le dire comme ça. Mais d'un autre côté, les commerçants, les négociants perdaient un grand marché de plusieurs dizaines de millions d'habitants. Et en fait, contrairement à ce qu'on imagine parfois, l'avenir de Genève et des paroisses qui environnaient Genève n'était pas déterminé d'avance. À Genève même, vous aviez des gens qui souhaitaient rester français, y compris dans la classe dirigeante. Et puis, vous aviez des gens, et c'était notamment les membres du gouvernement provisoire, qui souhaitaient que la petite République retrouve son rang, son espace, c'est-à-dire 30 000 habitants face à l'Europe. C'était un rêve passéiste, un rêve nostalgique, et surtout un rêve que ne partageaient pas du tout les alliés, notamment l'Angleterre et la Russie, qui souhaitaient que Genève soit suisse, devienne suisse, de façon à protéger le plateau suisse et à faire un rempart contre de nouvelles aventures en France. Pour ça qu'il y a eu un grand royaume des Pays-Bas, qui comprenait les Pays-Bas et la Belgique, et le Luxembourg, qu'on a mis la Prusse sur la rive gauche du Rhin, etc. Une politique qu'aujourd'hui on appellerait une politique de containment. Ça, c'est la première chose. Et puis la Suisse elle-même n'envisageait pas forcément que Genève soit canton suisse, même si pendant plusieurs siècles, certains l'avaient souhaité. En effet, Genève avait une réputation d'être un peu troublionne. C'est déjà, en effet, d'être un peu difficilement gouvernable, prompte à s'émouvoir, à s'agiter. Et la Suisse, qui était déjà tranquille, n'envisageait pas vraiment d'avoir un canton de Genève aussi agité. Et puis c'était la plus grande ville du plateau suisse, et voilà, on n'aimait pas trop l'esprit urbain, l'esprit frondeur de Genève. Mais sous la pression des Alliés, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche, la Suisse a accepté que Genève devienne un canton suisse. Mais il y a mis deux conditions. Il lui fallait ce les historiens appellent parfois une dot et des papiers. Alors, les papiers,
c'était une nouvelle constitution, de façon à éviter les troubles politiques. Le tsar de Russie, qui, contrairement à beaucoup de tsars russes, en tout cas à cette époque, était un libéral, avait recommandé à son ministre, Capodistria, que Genève ait une constitution libérale, ouverte. Inutile de vous dire que le gouvernement provisoire genevois a oublié ça et a fait une constitution qui n'était pas du tout libérale et que les vrais esprits libéraux de l'époque, comme Étienne Dumont ou Sismondi, ont vivement critiqué. À dire le vrai, quand on voit les autres constitutions suisses, Genève avait pourtant la constitution la plus progressiste de Suisse, même si elle nous apparaît, comme à l'époque, très réactionnaire. Mais ça, c'était un problème de Genevois. Cette constitution a été acceptée à la majorité des voix, mais les 2/3 du corps électoral, qu'on privait d'ailleurs ensuite de droit de vote, ils étaient priés de venir voter pour dire qu'ils ne pourraient plus jamais voter, eh bien ceux-là ont décidé de ne pas venir. Si bien que la Constitution a été acceptée à peu près, les chiffres je les donne comme ça, mais là, de 2500 oui, 300 non et 4500 abstentions. Voilà. Ça, c'est pour dire quel était l'ancrage populaire de cette Constitution. Puis alors l'autre problème qui nous touche de près à Bardonnay, ça a été le problème de la constitution du territoire. Parce que ça a été très difficile. Sur la rive droite, le roi de France qui était Louis XVIII, ne voulait pas du tout céder la route de Versoix. Alors, ils avaient imaginé un système pour que la route soit à la fois sur la souveraineté helvétique et sur la souveraineté française. Autant dire que ça n'aurait pas marché. Mais la Suisse aurait voulu pouvoir disposer d'une contiguïté territoriale avec Genève. Comme c'était difficile, on s'est tourné vers la Sardaigne. Et le roi de Sardaigne, tout qu'heureux de récupérer la Savoie, au début, a eu l'air plus ouvert. Et puis on a même envisagé à Genève, parce qu'il y avait des problèmes confessionnels, de faire un canton de Savoie, ça serait la Savoie du Nord, et de réunir Genève à la Suisse par le sud du Léman. Par le sud et pas par le nord. Alors on exposait que c'était un peu difficile pour le roi de Sardaigne d'accepter parce que quand même, la Savoie, c'était ses terres ancestrales. Et Sismondi répliquait, mais vous avez bien à Neuchâtel un canton suisse qui est une principauté, le prince de Neuchâtel était le roi de Prusse, eh bien, nous aurons un canton de Savoie qui aura un duc à sa tête, le duc de Savoie, qui sera en même temps le roi de Sardaigne. Vous voyez qu'il y avait des gens qui pensaient à tout. Ce projet de Sismondi est quand même resté dans des cartons, mais enfin, il l'a écrit, et finalement, après bien des négociations, on a cédé, la France a cédé 6 communes entre Rhône et Léman. Il y en a une qui aujourd'hui s'est divisée en 2, c'est Collet-Bossy et Bellevue. Et puis sur la rive gauche, le roi de Sardaigne a cédé, alors je ne vais pas vous énumérer toutes les communes, mais officiellement ça ne faisait que 7 communes. 7 communes, et puis ensuite elles se sont beaucoup divisées entre elles. Et alors il a fallu délimiter les territoires de ces 7 communes. Et pour la région qui nous intéresse, c'était très difficile, parce qu'il y avait des pesanteurs et des intérêts divergents. Par exemple, on sait très bien que Carouge n'était pas du tout contente de devenir genevois. En revanche, Saint-Julien a été 6 mois genevoise, et vous avez encore dans les archives de Genève une superbe lettre du maire de Saint-Julien qui, au nom de son conseil municipal, écrit au Conseil d'État de Genève, comme nous sommes heureux d'être genevois, enfin nous voilà à nouveau réunis, etc. 6 mois plus tard,
la diplomatie aidant, Saint-Julien restait sarde, et j'avoue que je ne sais pas si, aux archives de Turin, il y a la même lettre du maire de Saint-Julien qui dit au roi de Sardaigne, comme nous sommes heureux de retrouver notre bon roi. Mais c'est possible. Toujours est-il que Saint-Julien, sincèrement, souhaitait être genevoise. Mais d'autres terrains étaient convoités. Par exemple, un certain Ami Lulin, qui était l'un des principaux, le premier syndic du gouvernement provisoire, avait une propriété assez importante à Archamps. Et comme Archamps avait été genevoise, il a tout fait pour que Archamps redevienne genevois. Il n'a pas réussi. En revanche, son cousin Lulin, qui possédait le domaine d'Évordes, a lui réussi et a fait que la frontière soit un petit peu modifiée et ne suive plus exactement le cours de la Drise, de façon à ce que l'entier de son domaine soit dans la future commune de Composières. Ces petits intérêts ont été ailleurs également, et la frontière un peu dentelée doit beaucoup aux gens qui ont essayé d'influencer tel ou tel diplomate. Mais le roi de Sardaigne tenait absolument à pouvoir transporter des troupes jusqu'à Thonon. Et il avait donc besoin de la route du Salève, et c'est au fond pour cela, pour cette région stratégique, que Ami Lulin n'a pas obtenu Archamps, tandis que Charles Lulin a obtenu ce qu'il voulait à Évordes. Ça ne jetait pas sur la route. Et puis, c'est à cette époque qu'on a imaginé, pour aider le ravitaillement de Genève, et pour tenir compte du fait que les propriétés paysannes étaient de part et d'autre de la nouvelle frontière, comme d'ailleurs des communes qui étaient divisées en deux, qu'on a créé ce qu'on appelle la petite zone. Cette petite zone, la zone de 1815, a été reconnue par le Congrès de Vienne, par les traités internationaux. Ça paraissait anecdotique, mais on s'en est très bien trouvé un siècle plus tard. Parce qu'un siècle plus tard, après la Première Guerre mondiale, on a créé, après l'annexion de la Savoie par la France en 1860, une grande zone qui comprenait toute la Savoie du Nord. Mais au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France n'a pas voulu reconnaître cette grande zone, ni d'ailleurs la petite, et les a supprimées. D'où procès, procédure. Il y avait déjà un droit international, une cour à la Haye, à laquelle la Suisse et la France ont fait recours. Et après 12 ans de procès, la cour de la Haye a dû constater que la grande zone, ayant été octroyée par Napoléon III de son propre chef, il savait très bien pourquoi il le faisait. Il le faisait pour pousser les Savoyards du Nord à voter favorablement à l'annexion, alors qu'ils n'étaient pas si favorables que ça. La grande zone, octroyée par Napoléon III, unilatéralement, n'existait plus. La France avait le droit de l'abolir. En revanche, la petite zone, comme elle relevait d'un traité, donc du droit international, ne pouvait pas être abolie par la France si les autres signataires n'étaient pas d'accord, et c'est pour cela qu'elle est restée. Alors évidemment, aujourd'hui, avec l'espace de Schengen, ces petites zones jouent moins de rôle qu'autrefois. Et vous le savez, on le voit par les frontaliers qui, tous les jours, traversent le canton pour venir à Genève. On le voit bien, cette notion de frontière, c'est au fond un peu dilué. C'est un peu dilué et on revient un peu à cette espèce de zone tampon qu'on a connue au Moyen-Âge. Mais on pourrait revenir en arrière. Il y a eu un moment, pas si lointain, dans lequel la zone n'était une frontière très serrée, très stricte. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, où plus personne ne pouvait traverser sans des laissez-passer, etc. Donc, vous voyez que même autour de notre canton, même entre
le Genevois, le Pays de Gex et le canton de Genève, la notion de frontière a fluctué au cours des siècles et pourrait à nouveau redevenir quelque chose de tout à fait fermé. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai tout un paquet de notes que j'ai laissé de côté, parce que c'est beaucoup trop savant et ça vous ennuierait et ça ne sert à rien, parce qu'au fond, je voulais quand même dire à la fin, ça oui, c'est important, que contrairement à ce qu'on croit parfois, la frontière, elle est aussi, ou pas, dans les têtes et dans les cœurs. Et que c'est ça qu'il y a d'important. Et que si la notion de frontière aujourd'hui semble s'être diluée, c'est parce qu'avec la vie contemporaine, bien entendu, elle est beaucoup moins importante qu'autrefois. Et la dernière chose, parce que vous avez appartenu à la commune de Compiègne, que je voulais dire, c'est que vous savez que ces deux communes, Bardonnay et Plan-les-Ouates, se sont séparées, non pas pour des raisons politiques, comme par exemple la séparation de J et de Jussy, parce que J était plutôt radical et puis Jussy était plutôt libéral-conservateur. Ils se sont séparés à cause des communaux. Parce que avant qu'il y ait des communes, il existait des communautés par village, par hameau, et que ces communautés possédaient depuis des siècles des terrains, des pâtures pour le bétail. Or, il s'est trouvé que les hameaux du haut de la commune, Bardonnay, Charot, Lancy, n'avaient que de très petits communaux, alors que Saconnet-d'Arves et Plan-les-Ouates avaient de très grands communaux, qu'ils ont d'ailleurs profité, sous l'impulsion du régime radical, pour les vendre, si bien que nous ne pouvons pas aujourd'hui, dans l'aménagement du canton, parler des communaux de Plan-les-Ouates comme nous parlons des communaux d'Ambilly. Parce qu'à Ambilly, c'est la même chose, seulement ils étaient restés du bon côté, et ce qui fait qu'Ambilly en a aujourd'hui beaucoup profité, et que les communaux de Plan-les-Ouates ont été au fond liquidés dès le 19e siècle, dès 1850-60, ça servait de terrain d'exercice, etc. Les chiffres sont là, effectivement, on peut dire que Plan-les-Ouates, à un moment donné, a nourri la commune de Compiègne. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces communaux, ces terres communales, vous les trouvez dans tout le Pays de Gex, vous le trouvez dans tout le Genevois. Là, il n'y a pas de frontières, et ces communautés rurales sont extrêmement importantes. Ça ferait l'objet d'une autre discussion, parce qu'il y a même des femmes, si elles étaient veuves, si elles étaient tutrices d'enfants mineurs, qui pouvaient être membres de ces communaux qui décidaient notamment des cultures. Mais ça nous entraîne trop loin de la frontière. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, ou peu, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Voilà, c'est rien. Alors, un grand merci, M. Descazes. Oula, c'est vraiment très fort. Oula. On n'a pas la même puissance vocale. Ah. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais laisser un peu la place à la fête avec un petit groupe de musique, les Long John Brothers, les frères Long John en français. Un peu ça. Voilà. Donc, musique, et puis bonne soirée, bon appétit, et merci d'être venu encore. Bravo. Allez, je vous rends votre micro.